Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Mourad Tchirla et je suis responsable stratégie et partenariat international au sein de Casablanca Finance City Authority. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui en nombre pour ce nouveau webinaire. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des intervenants de qualité qui nous honorent de leur présence pour cet événement. Un grand merci donc à Tiam Wilcom, anciennement connu sous le nom de Caisse centrale de garantie, de 212 Founders, de Outliers, la Startup Factory et last but not least, la Startup Friterium. Comme vous le savez peut-être, euh, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un calendrier d'animation de l'Africa Innovation Lab. Rapidement, en quelques mots, l'Innovation Lab est une initiative coportée par Casablanca Finance City et la région Casablanca-Stade, et là pour but de fédérer les diverses parties prenantes des écosystèmes tech, innovation, finance autour des problématiques liées à la transformation digitale de notre industrie financière. Le Lab ambitionne également d'accompagner l'émergence des startups fintech au Maroc dans un premier temps, et puis à terme sur le continent africain. Et la thématique retenue pour notre événement cette fois-ci est celle du financement des startups. L'idée était de partager avec vous certaines tendances, quelques chiffres clés, des insights terrain en lien avec les enjeux, les opportunités, mais aussi et surtout les défis à relever en matière de financement des startups à l'échelon national. On essaiera aussi, autant que faire se peut, de justement mettre en perspective ce panorama à Maroc avec ce qui se passe sur notre continent et plus largement à l'international. Pour planter le décor et sans trop déflorer le sujet, qui, j'en suis convaincu, sera traité de manière assez exhaustive par notre table ronde, j'aimerais partager avec vous tout d'abord quelques éléments de contexte. En premier point, l'engouement pour les startups africaines se confirme d'année en année. En 2020, et d'après BCG par exemple, 360 startups africaines ont réussi à lever des financements. Pour mettre les choses en perspective, c'est 6 fois plus qu'en 2015 par exemple. Et si on se réfère par exemple à Bloomberg et à Bridges, les levées de fonds sur le continent dépassent en 2020 les 5 milliards de dollars. Donc c'est une barre symbolique qui sera sans doute franchie d'ici la fin de l'année. Certes, si on met en perspective les ordres de grandeur par rapport aux US, à la Chine et à l'Europe, le montant peut sembler modeste. Mais clairement, il y a un uptrend. En 2021, les levées de fonds en Afrique dépasseront les niveaux de 2020, 2019 et 2018 confondus. C'est juste impressionnant. Peut-être faut-il y voir un impact induit de la pandémie qui a catalysé grandement la transformation digitale sur le continent et a permis une meilleure éclosion et un scale-up plus rapide des startups sur le continent. Un deuxième point, en regardant de manière plus granulaire l'origine des fonds, on remarque de façon assez concrète un intérêt croissant des fonds d'investissement et des VC internationaux. Plus particulièrement cette année, ceux provenant des US et de la Chine. En fait, clairement, l'Afrique est en train de biper sur le radar des investisseurs et il y a un phénomène certain de diversification géographique des inflows, au-delà des pools de liquidités classiques, principalement européennes. Ceci est une bonne chose qui permettra sans doute sur le long terme de massifier davantage les flux de capitaux et surtout de les mettre en compétition. Un troisième point, ça c'est une tendance qu'on observe en 2021, c'est celle du retour des meilleurs rounds de financement. Et les success stories se multiplient. Preuve en est la prolifération du nombre de licornes comme Flutterways, OP, Faury, pour ne citer que quelques-unes. Celles-ci, je l'espère, auront un effet d'entraînement sur les écosystèmes respectifs et viendront soutenir les dynamiques vertueuses de développement portées par divers réseaux de business angels, de serial entrepreneurs, de diaspora et ainsi de suite. Le quatrième point, ceci étant dit, viendrait de noter des disparités fortes qui subsistent. Déjà à l'échelle géographique, puisqu'on assiste à une certaine concentration qu'on pourrait qualifier d'effet podium. En fait, le top 3, en 2020, Nigeria, Kenya et Égypte, attire près des 2 tiers des financements VC, selon Partech. Et si on ajoute un pays, l'Afrique du Sud, le top 4 monte pas loin des 90% de levée de fonds. Ensuite, au-delà de la partie échelle géographique, il y a un phénomène sectoriel où certaines verticales ont le vent en poupe, comme la fintech qui, au passage, s'accapare la part du lion des financements en Afrique, mais aussi l'agritech, la healthtech qui tourne bien, alors que d'autres segments sont plus à la traîne. Enfin, une troisième sous-tendance serait la différenciation et la diversité en termes de funding stage. Les levées de fonds en Afrique restent essentiellement de l'ordre de l'early stage, à peu près 60% en seed, 30% en séries A, et très peu pour les séries B, C et plus. À titre de benchmark, aux US par exemple, où naturellement l'écosystème est beaucoup plus mature, les proportions sont assez équilibrées. En 2019, le seed représentait aux alentours de 35%, séries A aux alentours de 30%, séries B 15%. Et donc, somme toute, il y a clairement un momentum en matière de financement de startups sur le continent, et ceci est de bon augure pour les années à venir. Ceci étant dit,
L'image reste contrastée dépendamment des géographies, des niches métiers et autres stades véhicules de financement pris en ligne de compte. Nos panélistes auront volontiers l'occasion de nous éclairer davantage sur le sujet et à travers leur retour, leurs perspectives et leur retour terrain, nous aurons un éclairage très intéressant. Avant de céder la parole à Sam qui se chargera de la modération de notre panel, je profite de cette occasion pour vous souhaiter ainsi qu'à vos proches de bonnes fêtes, en vous souhaitant un agréable échange et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, en bonne santé en 2022 pour d'autres événements d'animation de l'Innovation Lab. Je vous remercie. Saad, à toi. Merci beaucoup, Mourad. Ben, voilà. Ben, on le voit effectivement, donc il y a un momentum dans l'investissement qui est vraiment actuel. Merci pour tous les chiffres. Et donc, on n'est pas du tout dans le top 3, on en est même loin. Mais il y a, on le verra avec nos panélistes, il y a quand même une dynamique qui est assez positive en ce moment et qui a été lancée donc, par l'État, mais aussi par des institutionnels privés. Donc, on va commencer quand même par Temwilcom, donc anciennement CCG, avec Myriam. C'est vrai que l'État avait déjà tenté une mécanique un peu dans ce sens, de faire des subventions dans le passé, mais depuis quelques années, donc, le programme InnovaIDEA et InnovaInvest est venu pour être lancé à travers notamment des incubateurs que vous avez labellisés. Donc, depuis, vous avez financé des centaines de startups à travers donc, les subventions, mais aussi les prêts d'honneur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'impact que ça a eu, notamment sur l'écosystème, et c'est quoi les résultats finalement que vous avez pu constater et quelles sont aussi les perspectives d'avenir pour ces programmes-là? Merci Saad pour le relais. Alors bonjour à tous. On est vraiment ravis d'être présents avec vous aujourd'hui dans ce webinaire. Alors juste un petit rappel justement par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui sur la transformation de la CCG en société anonyme. Donc juste à titre de rappel, aujourd'hui la CCG a laissé place à la société de garantie et de la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, donc la SNGFE, qui aujourd'hui est structurée en société anonyme et qui a pour nom de marque Temwilcom. Donc aujourd'hui, Temwilcom a hérité de l'ensemble de l'offre produit de la CCG et a proposé aujourd'hui des interventions en garantie, en financement et en intervention en equity également. Alors sur les activités d'innovation, en fait, on a mis en place le fonds InnovaVest en 2017 et qui a permis le déploiement d'une offre dédiée au soutien des porteurs de projets et des entreprises innovantes. Ce fonds InnovaVest est structuré en deux interventions majeures. On a l'intervention sous forme de fonds propres en prise de participation, intervention par laquelle on a pu structurer 3 fonds d'investissement qui sont aujourd'hui opérationnels et qui sont en phase d'investissement. Nous avons également la composante liée au financement et il s'agit d'une composante qui a été mise en place et déployée en partenariat avec des acteurs actifs de l'écosystème. Ce sont des incubateurs, des clusters, des accélérateurs d'entreprises et c'est à travers ces partenariats-là qu'on déploie des instruments de financement sous forme de subventions et de prêts d'honneur. Donc, jusqu'à aujourd'hui, après 4 ans d'activité, un peu plus de 4 ans d'activité, le fonds InnovaInvest a pu déjà sur la partie investissement réaliser des investissements sur déjà 14 startups avec des tickets d'investissement totalisant plus de 100 millions de dirhams. Et sur la partie financement, on a déjà des engagements de plus de 90 millions de dirhams sur plus de 400 startups. Donc aujourd'hui, déjà, à l'issue de ces plus de 4 années d'existence, on a remarqué que rien que par en fait, si je peux me permettre, mais rien que de par ce montant d'engagement qui a évolué du double au triple d'année en année, que ça a déjà démontré qu'aujourd'hui, il y a une certaine dynamique qui a été créée, un engouement dans la création des startups. Et ça s'est ressenti sur l'écosystème parce que nous sommes aussi ravis de voir que plusieurs autres acteurs commencent aujourd'hui à soutenir l'innovation. Et que du coup, aujourd'hui, un engouement a été créé et que
En fait, si on veut, il y a plusieurs initiatives qui sont aujourd'hui en cours, mais en fait, si je peux permettre, il y a beaucoup de choses d'autres à construire. Euh, on a en fait on a des startups qui voient le jour, on a des innovations qui arrivent à porter des idées claires aujourd'hui sur le marché. Plusieurs acteurs commencent aujourd'hui à suivre cette initiative, à se positionner, à proposer des initiatives pour soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire, mais de part déjà ce qui a été fait, ce qui est fait et ce qui se fait aujourd'hui en cours, que ce soit sur les initiatives de financement ou d'accompagnement, je pense qu'on a déjà pas mal de choses à offrir aux entrepreneurs et je pense qu'ils nous le rendent bien. Ben, je suis entièrement d'accord. Effectivement, aujourd'hui, Innovidia et Innovinvest sont peut-être l'un des premiers réflexes pour les startups qui se lancent et qui ont permis aussi d'aider sur tout ce qui est vallée de la mort, la fameuse vallée qui tue pas mal de startups à leur démarrage. Une autre mécanique aussi pendant le lancement d'une startup, c'est de faire recours à des business angels. Alors, concrètement, on n'a pas forcément ce réflexe-là parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Ben, aujourd'hui, on a avec nous Mehdi qui justement a lancé à travers la Startup Factory un réseau de business angels, donc Angels for Africa, et qui vient compléter. Alors, Mehdi, toi, tu travailles avec Meriem notamment, parce que tu es l'un des relais du programme de Team Welcome. Et j'imagine que tu confirmes effectivement tous les points précisé par Meriem, mais je te remercie d'ailleurs pour les chiffres. Je n'étais pas au courant forcément des fonds d'investissement. J'ai vu 100 millions de dirhams pour 14 startups. Ça nous fait effectivement une moyenne de 7 millions par startup, ce qui est très intéressant. Et du coup, si on devait passer à tout ce qui est Business Angels, Mehdi, aujourd'hui, Angels for Africa, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qui compose en fait ce réseau de Business Angels? Chez qui vous investissez? Pourquoi la vocation africaine? Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Saad et CFC pour cette belle invitation. Je suis ravi de faire partie de ce panel. Alors peut-être avant de parler de Business Angel, je voudrais juste confirmer quelque chose qui est très très important, qui est justement ce que vient de dire Meriem à travers Team Welcome. C'est grâce en fait à ce programme-là, Innovinvest, que l'écosystème startup a réellement démarré. Aujourd'hui, c'est 400 startups avec qui il y a un engagement de subventions qui peuvent aller jusqu'à 200 000 dirhams ou des prêts d'honneur qui peuvent aller jusqu'à 500 000 dirhams. Là où avant, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment le désert. Au moins aujourd'hui, on a des entrepreneurs un peu plus expérimentés qui peuvent prendre, je dirais, plus de risques et venir entreprendre. Il faut rappeler au fait que la startup, ce n'est pas l'étudiant qui sort de l'université, forcément. La startup, c'est, je dirais, voilà, c'est 2-3 personnes qui ont un peu d'expérience, qui ont identifié une vraie problématique et qui essaient de la résoudre, une problématique mondiale, globale, qui peut scaler dans le temps. Donc, j'en profite pour remercier Team Welcome par rapport à ce programme. Je ne le dirai jamais assez. Sans ce programme-là, je suis sûr que voilà, en termes de levée de fonds, on ne serait pas les 7e, mais peut-être les 70e. Enfin, en dehors d'Afrique, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas 70 pays en Afrique. Donc, c'est un point important. Alors, effectivement, dans la chaîne de valeur de financement, il y a peut-être avant même la CCG, ce qu'on appelle le love money, c'est avoir ses économies, emprunter de l'argent auprès de la famille, des amis, vient après ce que fait Team Welcome, et tout de suite après la partie Business Angel. Alors effectivement, nous, en 2019, on a lancé un réseau qui s'appelle Angel for Africa, qui a un objectif qui est très très simple, c'est comment à la fois apporter du smart capital, donc un petit peu d'argent, ce n'est pas autant qu'un VC, et en même temps apporter en fait, un accompagnement de qualité par des personnes, des investisseurs qui sont intéressés parce qu'ils ont mis de l'argent et qui ont une grande expérience et qui peuvent ouvrir des portes et apporter de l'accompagnement. Alors, le principe de Angel for Africa est très simple. D'abord, en fait, l'ensemble des membres de ce réseau-là, ce sont des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont de l'expérience, qui ont vécu je dirais, parcours de combattant d'entrepreneurs et qui veulent à la fois faire du give back, mais aussi générer du revenu
d'une manière différente en investissant et en récupérant un multiple par la suite, soit auprès d'un fonds, série A, série B ou même un peu plus tard. Donc, ce qu'on a essayé de faire avant de construire ce réseau-là, c'est qu'on a fait une petite phase de design thinking auprès à la fois des business angels, mais aussi auprès, je dirais, des startups. On a essayé de remonter tout ce qui marchait, tout ce qui ne marchait pas. Et ce que nous disait souvent la startup, moi j'ai peur de m'associer avec Mulchkara, quelqu'un qui a de l'argent, qui va juste mettre de l'argent. Et en même temps, j'ai peur qu'il commence à prendre toutes les décisions à ma place et que j'ai plus mon mot à dire. Donc, effectivement, on a essayé de venir avec une solution où on a des gens, en fait, qui sont, comme je disais, qui ont de l'expérience, qui vont rentrer au niveau du capital à un niveau très, très faible, très minoritaire. Ça peut être 5, 10, 15% maximum. Enfin, voilà, c'est ça un petit peu les ordres de grandeur. Ils peuvent apporter entre 500 000 à 1 million de dirhams. Jamais un business angel ne va aller tout seul. C'est généralement 2, 3, 4 qui vont se regrouper pour y aller et apporter cette diversité de compétences à cette startup. Et il est aidé, en fait, je dirais, de manière passive dans son management et sur. Alors, aujourd'hui, on est à peu près 70 membres investisseurs. Ça a vraiment scalé de manière très, très organique. On retrouve à la fois des entrepreneurs marocains qui ont réussi, d'autres de la diaspora, des étrangers, des entrepreneurs aussi du continent qui ont rejoint le groupe. Et on trouve des startups à la fois marocaines, mais aussi sénégalaises, du Côte d'Ivoire et aussi donc du continent. Je pense qu'à travers Angel for Africa, on est déjà arrivé à une trentaine de deals qui ont été faits. Donc, ça a été très, très timide au démarrage. Parce que, bon, à la fois les startups regardaient les investisseurs regardaient les startups et personne n'osait faire le premier pas. Et ça a été vraiment accéléré grâce à l'émission qui passe sur 2M, qui va investir dans mon projet. Parce qu'à ce moment-là, l'astuce qu'on avait trouvée, on a mis des investisseurs et des startups dans la même salle, devant des caméras, et finalement, ils ont investi. Et ça a déclenché justement la dynamique. Et aujourd'hui, on est en train de voir de plus en plus de deals se faire, une confiance qui s'installe, je dirais aussi une gouvernance qui se met en place. Le modèle marocain est très différent du modèle de Nigeria ou du Kenya, mais il fallait qu'on trouve notre propre modèle. Et donc finalement, les choses se sont mises en place. C'est-à-dire qu'il faut que le nombre de réseaux Business Angels se multiplie davantage et qu'on ait de plus en plus d'investissements. Et je suis quand même fier et ravi de ce que font aujourd'hui ces business angels et ces startups ensemble. Et puis, il y a des premières success stories qui sont en train de se dessiner et des startups qui ont déjà reçu de l'argent auprès des business angels, qui ont pu lever des fonds par la suite, qui sont partis à l'étranger et qui sont en train de se développer. Donc, voilà un petit peu ce monde de business angel. Il faut savoir en fait que c'est une pièce du puzzle et naturellement, après les business angels, ils vont faciliter à ces startups l'accès à des fonds d'investissement comme celui de Kenza ou comme celui de Youssef Mou, donc de 112. Et en fait, c'est une chaîne de valeur. Il y a différentes étapes et Business Angel est quand même un maillon très, très important qui était extrêmement faible il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 4 réseaux, un 5e qui va arriver bientôt. Donc, ça se structure. On peut dire qu'au Maroc, on est à peu près 150 Business Angels. Et c'est en train de se mettre en place. Et à mon sens, les premières success stories, c'est eux qui vont donner l'envie de pouvoir multiplier ça, passer de 150 à 1000. Et c'est comme ça qu'on peut créer un écosystème sustainable dans le temps et une chaîne de valeur où à chaque fois, il y a un acteur qui investit, qui peut récolter sa mise et avoir un business model sustainable à la fois pour les startups, mais aussi pour les business angels. Merci beaucoup, Mehdi. En fait, et du coup, on est suffisamment ancien dans l'écosystème pour savoir qu'il y avait des business angels avant, mais qui n'avaient pas l'éducation suffisante, donc qui étaient peut-être un peu gourmands en termes de valorisation et qui prenaient des grosses parts, et ce qui n'était pas du tout dans le jeu de l'investissement, surtout à ce stade-là. Aujourd'hui, donc les 30 deals, est-ce que tu peux nous dire un peu les tickets moyens, c'est de combien? Alors, je pense qu'on a peut-être perdu Mehdi. Si, non,
Non, Pardon, voilà. c'est 300 à 500 000 dirhams, c'est la moyenne pour une equity qui va aller de 5 à 10%, quoi. Des fois, Excellent. on peut aller jusqu'à 20%, mais avec des montants plus importants et des engagements encore beaucoup plus importants de la part des business angels. Il ne faut pas non plus voir un business angel comme quelqu'un qui a apporté du capital et repartir avec 1%. Ce n'est pas quelque chose de motivant. Donc, du coup, il vaut mieux ne pas avoir cet investissement que d'avoir quelqu'un qui a 1% d'une boîte. Et en fait, ça décrédibilise toute l'approche. Ça décrédibilise la startup, ça décrédibilise le business angel. Il n'y a pas de travail qui va être fait. Je pense que le deal, c'est ça. Si un business angel arrive à avoir 5% d'une startup et qui met suffisamment d'argent pour atteindre les objectifs, je pense que la relation peut être excellente et peut générer en fait la valeur ajoutée la plus importante dans ce type de deal. Bien sûr, il faut que tout le monde ait suffisamment pour être justement motivé, mais on rappelle bien sûr qu'un business angel ne rapporte pas que de l'argent, il rapporte aussi un réseau de contacts, il rapporte en fait des contacts pour approcher des fonds comme celui de Kenza, comme celui de Youssef, parce qu'il va avoir une crédibilité, etc. Merci beaucoup en fait pour le partage. Alors, je peux aussi rajouter peut-être une dernière chose, que c'est, voilà, les business angels vont aussi aider à bien négocier avec Kenza, avec Youssef. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, effectivement. Tu fais bien de le préciser. Et d'ailleurs, comment on fait pour justement contacter Angels for Africa si quelqu'un est intéressé? C'est super simple, en fait. Sur le site web angelforafrica.co, il y a un formulaire. Il suffit de le remplir et quelqu'un de l'équipe prend contact avec la personne dans les 48 heures pour l'aider à d'abord en fait, à finaliser son pitch deck, lui organiser en fait, dans le mois une première session devant des investisseurs. Et après, bon, il y a je dirais, une gouvernance qui est installée que je peut-être pas le temps de détailler ici, mais en tout cas, c'est très rapide et c'est très pragmatique et factuel. Parfait, tout est sur le site en tout cas. Si on a besoin de vous, on vous contacte sur le site. Merci beaucoup, Mehdi. Écoute, tu l'as bien précisé toi-même, c'est une chaîne de valeur. On commence effectivement avec Team Welcome qui va donner suffisamment en première subvention pour lancer un petit POC et pour un peu valider l'idée. Ensuite, on a effectivement un accès aux Business Angels aujourd'hui à travers ton réseau ou d'autres réseaux. Et on a aussi, depuis 2019, depuis mai 2019, on a 212 Founders qui a été lancé. Donc, c'est l'un des fonds qui ont été lancés. On en a aujourd'hui 2 avec nous. Donc, on va commencer. Donc, d'habitude, c'est honneur aux femmes, mais on va commencer avec M. Youssef cette fois-ci. 212 Founders, donc, vous avez été lancé en 2019 et vous avez été très ambitieux. Enfin, je ne vous vois pas, hein, mais je vous vois 212 Founders, bien sûr. Et du coup, il y avait effectivement une ambition de disrupter un peu ce modèle de VC en venant avec toutes les best practices que vous avez étudiées à l'étranger. Là, vous êtes au 4e batch. Donc, du coup, il y a du retour d'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment sur le deal flow? Quand vous êtes venu pour le premier batch, comment s'est passée la rencontre avec ce deal flow? Est-ce que vous étiez agréablement surpris? Est-ce qu'il y avait de l'éducation sur le marché à faire ou pas? Absolument. Merci beaucoup. Et en fait, je rebondis énormément sur ce qu'a dit Mehdi et Meriem, et sur un point qui est très important, qui est le modèle marocain. Donc, effectivement, la réussite d'un écosystème ne se ferait que si on trouve vraiment qu'on adapte tous les modèles qui existent au contexte marocain. Donc, effectivement, la partie négociation, même si je vais revenir, tu m'as tendu une perche, Mehdi, on va revenir. C'est effectivement, pour le modèle marocain, la bienveillance fait partie prenante de ce modèle de réussite. Mais pour revenir un petit peu sur les chiffres et sur 212 Founders, donc lancé en 2019 par CDG Invest, qui est la branche d'investissement de la CDG. Et on avait vraiment pour ambition de venir et de se dire, il y a effectivement quelque chose qui se passe dans l'écosystème des startups. Par contre, on voit qu'il y a la courroie de transmission, elle n'est pas suffisamment fluide. Donc, il y a tout le travail de l'équipe de Meriem qui est en train d'être fait pour donner envie aux entrepreneurs de lancer leur MVP. Ils se font accompagner par des structures comme la Startup Factory et autres, les structures labellisées CCG. Et après, en fait, il y a un vide. Et tout de suite après, on se retrouve avec des structures et des fonds qui vont venir et qui vont mettre des tickets de l'ordre de 5, 6, 7, 6, même parfois même 20 millions de dirhams. Et donc, quand vraiment on a cartographié l'écosystème, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou. Et quand tu as parlé de la vallée de la mort, je me permets effectivement de reprendre ce terme-là, parce qu'effectivement, la vallée de la mort, c'est principalement là où on est entre la fin du pré-seed et le début de la série A. On est vraiment dans un gouffre où on n'est pas suffisamment grand pour être spoté
par les grands VC. Et on n'a pas suffisamment scalé pour pouvoir continuer à bootstrapper ou continuer à demander de la love money ou d'avoir d'autres business angels. Et donc, c'est là où on a décidé de se positionner en post-MVP, c'est-à-dire qu'on a déjà, l'entreprise a déjà un minimum viable product et on va être en seed et en série A. Et donc là, on a décidé, on a structuré le programme pour pouvoir lever des tickets entre 1 et 3 millions de dirhams pour une prise de participation à hauteur de 10% en moyenne. Et après, en série A, de venir et de continuer cet investissement et de rajouter 10 millions de dirhams additionnels, et toujours dans une levée de fonds. Maintenant, ce qui est important à savoir, et comme tu l'as bien précisé, Saad, on est au 4e batch. On a quand même un petit retour d'expérience. On a déjà accompagné plus d'une 50aine de startups et on a investi dans plus de 12 startups. Et on a déployé un petit peu plus de 40 millions de dirhams, que ce soit en seed et en série A, et on va dire peut-être que 2 tiers en seed, 1 tiers en série A, des séries A qui sont en cours de clôture, des success stories qui sont en cours de finalisation, et on est vraiment extrêmement fiers de voir qu'on a eu cet impact structurant sur l'écosystème. Maintenant, pour revenir sur un point qui est extrêmement important, on ne parle pas que de l'argent et que de la levée de fonds. Ce qui est important, c'est de trouver un modèle marocain. Et dans le modèle marocain, la chose qui a le plus de valeur, c'est la partie accompagnement. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant que programme, en tant que VC, on est structuré autour de batchs. Donc, un batch d'incubation qui dure 6 mois et un batch d'accélération qui peut durer jusqu'à 18 mois. Et donc, pendant ce batch-là, pendant cette incubation-là, on apprend à connaître les challenges des startups. On apprend à connaître même les fondateurs et on construit très, très humblement, mais ensemble, on construit effectivement les vrais, on essaye de résoudre les vrais challenges que l'entreprise avait avant de rentrer dans le batch. Pour avoir aussi quelques chiffres, en termes de sélection, on reçoit à peu près entre 600 et 900 candidatures pour en sélectionner entre 1,5 et 4%. Donc, généralement, c'est des batchs qui sont entre 15 et 25. Mais l'avantage de ce batch, c'est que premièrement, le programme, il est gratuit. Donc, il n'est pas du tout payant. Et le deuxième point, c'est que toutes les startups qui sont dans ce batch-là ne sont pas en compétition. Donc, si dans un monde parfait où on avait les 25 startups qui sont toutes investissables, on mettrait un ticket sur les 25 startups. Et vraiment, pour finir, parce que bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire par Kenza et par Mehdi. Le point que tu as cité, Saad, c'est la partie fonds d'investissement et vraiment capital risque, la partie venture capital, donc la partie de venir et d'avoir une approche de se dire on va prendre un risque. Et quand on parle de risque, ça veut dire on parle qu'il y a un risque de perdre sa mise et donc de perdre effectivement le ticket. Et donc ça, ce qui est important, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de calquer ce qui se fait de mieux dans le monde et donc de ramener des concepts un petit peu à la SAFE ou à la BSAR où, comme la startup, elle n'est pas encore suffisamment grande pour avoir des KPIs solides et de pouvoir venir et valoriser l'entreprise, ce qu'on se dit, c'est qu'on se met d'accord sur un ticket, on se met d'accord sur une prise de participation, on se met d'accord sur une valorisation cap et floor et on lui dit, vas-y, commence à travailler. Et c'est quand on arrive à la série A où il y a un round qui est pricé, c'est à ce moment-là que nous, on convertit notre ticket en shares dans le nominal. Pas pour rentrer vraiment dans les practicalities, mais l'essentiel ici, c'est de se dire, c'est qu'on a ramené une best practice qui n'existait pas encore sur le marché, qui est je te fais confiance, je te donne 3 millions de dirhams, utilise-le, déploie ce capital, et après, une fois il y a une série A qui est pricée, on pourra à ce moment-là, nous, convertir nos shares et le faire. Tout se fait vraiment en bienveillance. Et c'est ce qu'on dit toujours en fait, à toutes les startups dans lesquelles on a investi, c'est que, in fine, nous, on n'a que 10% de votre capital. Et donc, du coup, toute la création de valeur se fait par vous et toute la gouvernance se fait par vous. Et donc, ça, c'est extrêmement important d'avoir aussi cette prise de conscience, de se dire, on va arrêter de dire que les startups marocaines doivent être assistées. Absolument pas. Elles doivent être accompagnées parce qu'on a suffisamment, alhamdoulilah, d'expertise et de tête bien faite pour pouvoir effectivement créer des entreprises qui vont vraiment fleurir au niveau national, régional et mondial.
Mais excellent, merci beaucoup Youssef. Et d'ailleurs, sur les 12 startups, je rebondis un peu, je profite de l'occasion de t'avoir avec nous pour avoir des insights, des petites coulisses un peu. Sur les 12 startups que vous avez eues, il y a eu aussi des séries A qui ont été levées. Donc, je sais pour certaines, mais il y en a eu pas mal. Et vous faites des follow-up investments aussi à ce niveau-là? Absolument. Ok, Et donc, donc, effectivement, pour l'instant, on est en train de finaliser pour pouvoir effectivement faire un disclose, parce qu'encore une fois, c'est à la discrétion des bien startups. sûr. Mais l'idée ici, ce que je voudrais effectivement garder, c'est que notre ambition, c'est de créer des role models et de ne pas dire que ça ne marche que dans d'autres pays ou dans d'autres géographies où l'accès au financement, où il y a des idées qui sont beaucoup plus faciles. Maintenant, ce qui est extrêmement important, et merci beaucoup ça de me donner l'opportunité de dire ça, c'est qu'effectivement, pour pouvoir lever une série A, on a vu qu'il y avait un trend qui s'installait, c'est que le marché marocain, il y a quelques verticales où le marché marocain est suffisamment profond pour pouvoir se focaliser principalement sur ce marché. Mais l'idée pour espérer de scaler, de pouvoir lever des fonds, c'est qu'il faut rapidement s'internationaliser. Et le but ici, c'est de pouvoir créer et d'utiliser le Maroc comme un proof of concept, un test bed. Et si on voit suffisamment de traction, de pouvoir rapidement et d'une façon très cost efficient de pouvoir aller scaler. Et donc, la majorité des startups qui ont levé et qui sont en cours de finalisation de levée en série A sont des startups qui ont réussi à lancer d'autres pays et à pouvoir scaler à l'étranger. Moi, je retiens effectivement tout particulièrement ce dernier point, c'est internationalisez-vous, le marché est international, commencez à voir grand, et tu m'as tendu une transition magnifique pour passer à Kenza justement, donc je te remercie pour tous tes points, et effectivement, voyez grand, et du coup, voir grand, c'est aller vers l'Europe, aller vers les États-Unis, descendre vers l'Afrique, enfin aller vers l'Afrique, aller au Moyen-Orient, en tout cas, on fait un proof of concept au Maroc et on va ailleurs. Et dans cette spécialisation, justement, en Afrique notamment, on a avec nous Kenza, de Outliers Ventures. Donc, toi, tu as une stratégie d'investissement un peu plus globale sur le continent. Tu vas nous en dire un peu plus. Et pareil, est-ce que tu peux partager avec nous certains deals auxquels tu as fait, dans lesquels tu es entré et quels sont les apprentissages que tu as eus sur le marché africain en général? Super. Ben, merci pour l'invitation, Ced et l'équipe CFC. Et merci à tous d'être là. Je trouve que c'est une super initiative d'avoir la chaîne de valeur finalement du financement au Maroc réunie. Et je suis ravie en fait de voir qu'il y a de plus en plus que différents acteurs se positionnent sur des maillons spécifiques de la chaîne de valeur pour combler les gaps qu'il y avait et qu'il y a encore toujours, mais où ça va beaucoup mieux depuis quelques années. Et donc, nous, effectivement, on vient juste après ces initiatives-là et on vient au moment où la startup commence à un produit sur le marché avec de l'attraction et commence sa phase de croissance pour les aider justement à scaler et aller sur d'autres marchés. Alors, Outliers Ventures, j'en profite pour peut-être rappeler ou présenter le fonds. Donc, on est un fonds d'investissement capital risque marocain avec une stratégie africaine. Donc, on investit sur 4 marchés principaux, Maroc, Égypte, Nigeria et Kenya, dans des entreprises qui vont digitaliser des secteurs d'activité clés de l'économie africaine. Et donc, notamment, on est actif sur 3 secteurs clés qui sont la fintech, la logistique et le supply chain et le health tech. On a déjà fait 9 investissements sur ces 4 marchés-là et sur ces industries-là. Et on est en train de finaliser, d'en clôturer 5 autres d'ici la fin de l'année. Et donc, on aura au total 14 portfolios, 14 entreprises dans le portefeuille. Donc, pour vous donner une idée Alors, on investit au stade seed et pré-série A. Alors là, Youssef, excuse-moi, mais je ne veux pas chipoter sur les termes, mais c'est juste pour aligner un petit peu par rapport à l'audience et pour qu'on parle de la même chose. En fait, dans les standards maintenant africains, les levées de fonds sont devenues incroyables et des valorisations encore plus, donc les tours de table. Et donc finalement, nous, ce qu'on considère comme série A, c'est plutôt des tours de table autour de 10 millions de dollars. Et c'est des boîtes qui vont déjà être bien installées sur le marché et qui ont déjà peut-être commencé leur internationalisation. Bon, après, c'est vraiment, nous, c'est plutôt des tailles de tours de table de 10 millions de dollars. Donc, ce qu'on fait, ce que tu appelles toi série A, pour nous c'est pre-series A, bon c'est à peu près pareil, bon, on va pas... mais voilà, donc pour dire que nous on investit donc pre-seed
ce qu'on considère être le stade où 212 investit et intervient et qui est un stade fondamental et crucial et qui est aujourd'hui le bas qui blesse dans des pays, dans nos écosystèmes. Ensuite, le seed et le pré-série A. Donc, nous, on est plutôt focalisé sur le seed. On fait parfois du pré-seed et on fait aussi de la pré-série A. Et donc, on a aujourd'hui donc c'est des tours de table qui vont entre 500 000 $ jusqu'à 3 millions de dollars en pré-série A, parfois 5 millions de dollars. Cette année, on commence à voir des tours de table de cette taille-là en pré-série A. Et donc, je vais donner quelques exemples de startups dans notre portefeuille pour illustrer. Alors, on a investi dans des boîtes dans le secteur de la logistique supply chain, dans le retail notamment, qui sont en train de digitaliser, de transformer la chaîne de valeur d'approvisionnement des épiciers. Donc, c'est des B2B marketplaces qui vont permettre aux épiciers de passer commande sur une application mobile et donc de bypasser tous les intermédiaires, donc les wholesalers, les grossistes et les distributeurs, et donc cette startup-là agrège les commandes qu'elle reçoit de tous ces épiciers-là et achète directement de chez les suppliers, donc de chez les FMCG manufacturers, et livre en 24 heures ces épiciers-là. Donc, avec la data qu'ils collectent, ils sont capables de prédire les commandes, d'acheter vraiment en ligne et de livrer avec leur propre logistique, justement, qui est optimisée à moindre coût. Et c'est gratuit pour l'épicier. Et donc, l'épicier, ça lui permet de n'être jamais en manque de stock et surtout de pouvoir, donc, comme il a un BFR très limité, il ne peut pas acheter du stock en quantité suffisante, donc de pouvoir commander au fur et à mesure. Et surtout, avec cette data-là, eh ben, ils arrivent à scorer ces épiciers et donc à leur permettre à ajouter du financement. Donc, à pouvoir leur donner des small loans pour pouvoir financer leur BFR et pouvoir acheter de la marchandise à crédit et payer plus tard. Et donc, c'est ce qui permet à ces SMEs, parce que finalement, le réseau d'épiciers constitue 80% du volume de vente des FMCG en Afrique. Donc, c'est un marché énorme. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'opportunités dans ce secteur. Et donc, ça permet aux épiciers donc, de sortir du modèle de pauvreté, on va dire, et de pouvoir construire des business qui sont sustainable. Donc, ça, on a deux startups là. En fait, on en avait trois. Une s'est fait acquire par une des autres sociétés de portefeuille. Donc, tu as fait une introduction pour que ça arrive ou pas? C'est un écosystème où on facilite les choses, mais où c'est des ententes qui se font, on va dire, naturellement. Mais bien sûr, on joue un rôle en les aidant à expand du coup sur le marché marocain. Donc, on est très content de voir Maxab, qui est justement une de nos sociétés de portefeuille en Égypte, qui fait ce modèle-là et qui a levé. Donc, on a investi au tout premier tour, et pour le coup, c'était du pre-seed. Ils avaient peut-être 3 mois d'opération. Et aujourd'hui, ils ont levé une série A de 55 millions de dollars. Ils sont en train de expand justement sur le marché marocain après l'acquisition de Waste2Cap, qui était une autre de nos sociétés de portefeuille, qui a pivoté pour faire ce modèle-là. Et donc, on est très content de voir ces preuves ou ces démonstrations d'expansion régionale et de jouer un rôle là-dedans, parce qu'on pense vraiment que c'est comme ça qu'on peut construire des boîtes qui ont une portée, qui peuvent devenir des winners dans leur catégorie. Alors ça, c'est un exemple en Égypte. On a investi dans le même business model au Kenya, dans une boîte qui s'appelle Sokowatch et qui aujourd'hui a aussi scalé régionalement et donc sur toute sur toute l'Afrique de l'Est, donc Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie. Et donc aussi sont en forte croissance et sont là, ils ont dépassé la série A. Donc on annoncera quelque chose. Excellent. Et donc, on a d'autres boîtes dans le secteur de la fintech. Donc, je vais peut-être donner des exemples que je trouve très intéressants parce que c'est des modèles qu'on ne voit pas forcément dans nos écosystèmes où la réglementation est différente et un peu plus compliquée. Et donc, c'est une boîte au Nigeria qui s'appelle Bamboo et qui permet aux Nigérians d'investir directement sur le stock exchange aux États-Unis. Et cela à partir de l'application mobile qui est connectée à leur compte bancaire nigérian. Et donc, c'est vraiment la démocratisation de l'investissement avec des montants minimes. Donc, c'est un peu le Robinhood, si vous connaissez la success story américaine, Robinhood. Donc, c'est un peu le Robinhood africain. Et donc, aussi ont une croissance phénoménale et sont aussi en train de scaler sur d'autres marchés en Afrique subsaharienne.
Voilà. Et du Donc, coup, en termes de et aujourd'hui, performance, c'est ça. voilà. Ouais. Alors, en termes Sans de nous donner ce que performance, tu ne peux pas donner, bien sûr, ce que tu ne peux pas révéler, bien évidemment, tu gardes. non, Mais en je vais termes de mettre performance, tu es plutôt satisfaite. Alors, en termes de performance sur le premier fonds, on est très content. On est impressionné par les croissances qu'on voit dans des pays comme l'Égypte et le Nigeria, qui sont deux gros tech hubs africains. Mais on est aussi très content de ce qu'on voit au Maroc. Et on voit de plus en plus de belles boîtes qui sont en train de sortir. Et je reviens sur le point que Youssef a mentionné. On a besoin de success stories. On a besoin de role models pour montrer que c'est possible. Et à partir de ce moment-là, il y a un mindset shift. Et aujourd'hui, avec juste quelques acteurs, quelques boîtes qui commencent à se distinguer, on commence à avoir de plus en plus d'investisseurs qui regardent et qui viennent vers nous pour s'intéresser au marché marocain. Donc, je pense qu'il n'y a aucun doute que dans quelques années, même pas, enfin, dans l'année qui suit en tout cas, il y aura encore plus d'engouement. Et on voit déjà une belle croissance des levées de fonds sur l'écosystème marocain. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment dû à un travail de tout l'écosystème à chaque niveau de la chaîne de valeur. Et peut-être que nous, notre rôle pour compléter cette chaîne de valeur-là, c'est de pouvoir construire ces ponts entre ces écosystèmes-là et de pouvoir avoir aussi ces réseaux avec les VC africains, régionaux, mais aussi de la Silicon Valley et autres, qui veulent investir justement au stade de maturité qu'eux attendent et où nous, on joue ce point de relais et cet acteur local de confiance pour leur permettre de lever ces tours de table-là, mais aussi pour aider les boîtes marocaines à scaler en Afrique subsaharienne ou en Égypte et inversement, les boîtes égyptiennes à venir au Maroc, etc. Écoute, merci beaucoup. Moi, ce que j'adore chez vous, les panélistes, c'est que vous me donnez des transitions toutes faites, alors qu'on ne s'est même pas mis d'accord. On est d'accord. Tu as parlé de success story. Et tu m'as donné l'excellente transition pour parler d'une success story. C'est ce que je te souhaite en tout cas, Mehdi. Et on a avec nous une startup Freterium qui en tout cas est en train d'être bien lancée. Tu as eu la chance de passer par YC. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas YC, c'est le plus grand accélérateur au monde et qui a accéléré des startups comme Airbnb ou Dropbox, si vous les connaissez. Et parmi ces startups-là, on a Freterium. Donc, Mehdi, bonjour. Bonjour Seth, bonjour à tous. Écoute, félicitations déjà pour tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. On le sait, une levée de fonds, ça se célèbre, mais c'est juste le démarrage du boulot, j'imagine. Donc, mais ça a dû être quand même un travail pour pouvoir rassembler un peu ce financement-là. Donc, toi, tu as levé des fonds au Maroc, mais aussi à l'étranger. Est-ce que tu peux partager avec nous rapidement cette expérience-là? Et éventuellement, s'il y en a eu, quels sont les challenges que tu as eus en tant que start-up marocaine pour lever des fonds qui proviennent de l'étranger, s'il y en a eu, bien sûr? Oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation et merci de nous définir comme une success story, mais je ne pense pas qu'on l'a encore. On devenir. Voilà, en devenir. C'est déjà pas mal. On ne va pas jinxer. Ouais. Non, alors pour la petite histoire, pour retracer un petit peu l'histoire de Freterium, donc c'est mon cofondateur Omar et moi-même, on a créé Freterium fin 2018. On a commencé à travailler sur le projet et quelques mois après ça, on a voulu lever des fonds. Pour nous donner les moyens de construire notre MVP et signer nos premiers clients. Et malheureusement, les options sur le marché à ce moment-là, ce n'était pas il y a très longtemps, mais quand même pour nous, c'est comme si c'était il y a une éternité, étaient très limitées. Il y avait peu d'investisseurs et pour ceux qui étaient actifs, ils n'avaient pas vraiment une approche friendly pour les start-upers, on va dire. Comme tu disais tout à l'heure, je l'ai noté, ils étaient gourmands. On nous a parlé à l'époque d'investissements très faibles pour une prise de participation démesurée. On nous a parlé de minorités de blocage et de plein d'autres modalités qui nous avaient consternés. Et donc, on a décidé de ne pas lever auprès de ces acteurs et de tenir bon le plus longtemps possible. Et quelques mois après, le programme 212 Founders a vu le jour. Et c'était vraiment le tournant pour nous. C'était la lumière au bout du tunnel, mais vraiment. On avait des appréhensions, comme c'était le programme d'un institutionnel majeur, mais on a été plus qu'agréablement surpris, tant sur les profils de l'équipe 212 Founders, qui savaient vraiment de quoi ils parlaient, qui avaient vraiment bien bossé avant de lancer le programme. L'approche, les modalités d'investissement, tout ça, c'était vraiment une bouffée d'air frais. Et on le disait il n'y a pas longtemps, Freterium,
ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans 212. Donc, ce n'est pas parce que Youssef est là que je le dis, mais c'est la réalité. Et donc, ensuite, on a bossé pendant un an en étant accompagné par 212 et on a eu la chance de rejoindre Y Combinator. Donc, c'était pas Y Combinator, c'était la 3e fois qu'on postulait. Et donc, voilà, il faut persister. Et finalement, on a été pris parce qu'on avait une belle traction et on était vraiment ravis parce que dès qu'on a lancé Freterium, on s'était mis comme objectif de rejoindre YC. C'était le Saint Graal pour nous. Et donc, après YC, on est allé chercher des fonds auprès de VC internationaux. Et donc, c'était tout récent puisqu'on vient de graduer fin août. Donc, c'était il y a 3 mois. Et on m'a prévenu que ça allait être difficile. Même YC nous prévenait que ça allait être difficile. Mais c'est encore plus difficile que je l'imaginais. Et étant une start-up opérant sur le marché marocain ou africain, c'est un challenge supplémentaire. Puisque même au niveau international, il n'y a pas beaucoup de fonds qui ont dans leur mandat le marché marocain ou africain. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pas facile de les convaincre. Mais ce n'est pas impossible. Et donc, ces 3 derniers mois, j'ai complètement laissé la charge de la gestion de Freterium à mon associé Omar. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours bien d'être de pas être solo founder, d'avoir au moins un cofondateur, parce que j'ai pu me consacrer à 100% sur cette levée de fonds. J'étais en roadshow et donc j'ai pitché, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai pitché plus d'une centaine de VC. C'était 4-5 pitchs par jour pendant 2 mois, plus les due diligence qui viennent avec, etc. Mais donc aujourd'hui, c'est possible de le faire puisqu'on a quasiment closé notre round. Et donc, on devrait tout boucler avant la fin d'année et discloser tout ça. Et pour, j'espère, montrer à quelques autres startups de l'écosystème que c'est faisable. Et voilà. Et du coup, tu as réussi à lever ces fonds et à les rapatrier au Maroc ou là, tu as dû créer, encore une fois, tout ce qui est indisclosable, j'ai les personnes, tu peux me dire, écoute, on ne disclose pas tout de suite, mais si tu pourrais juste donner une indication, est-ce que tu peux le faire en étant au Maroc ou pas? Alors, c'est possible de le faire en étant au Maroc. Après, pour que les fonds investissent sur la structure marocaine, c'est un petit peu plus compliqué, puisque ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance en la réglementation marocaine ou autre. C'est vraiment, ces fonds-là ont des années d'expérience. Ils ont appris à naviguer la réglementation américaine, la réglementation européenne, et donc ils ne vont pas, pour une start-up, apprendre à connaître le marché marocain, la réglementation marocaine. Et donc, c'est plus simple pour eux d'investir aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Et donc, ce serait une barrière supplémentaire, un challenge supplémentaire que d'essayer de les convaincre d'investir sur une structure marocaine. Je comprends parfaitement. Et en tout cas, merci aussi d'avoir bien précisé que pitcher et faire un roadshow, c'est vraiment un métier à plein temps. Du coup, on ne peut pas gérer sa startup et espérer lever des fonds en même temps. Donc, c'est là où le cofondateur est hyper important. C'est faisable, mais c'est difficile. Ouais. Écoute, merci en tout cas pour le partage, hein, parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus aussi pour écouter ton histoire, parce que ça parle tu as réussi à démystifier en fait certains aspects d'un point de vue bien sûr startup, et ça c'est très important. Donc on peut lever des fonds à l'étranger, il y a des solutions aujourd'hui, et aussi ne pas céder finalement au chèque qui n'est pas finalement, qui ne va pas aider. Et donc, tu as reçu des offres, mais tu as préféré tenir, et tant mieux. Et au final, tu as eu d'autres alternatives qui étaient vachement plus adaptées. Donc, merci beaucoup. Je te garde un petit instant. Si tu devais donner un conseil aux startups qui nous écoutent et qui souhaiteraient lever des fonds, à quelle étape elles devraient le faire et qu'est-ce qu'elles devraient rechercher chez un investisseur? Alors, à quelle étape elle devrait… ça dépend en fait du stade. Enfin, si on cherche à lever un ticket pré-seed ou un ticket seed, mais c'est toujours intéressant de lever des fonds quand on a un certain momentum, donc quand on est à un point d'inflexion. Et donc, ça permet d'attirer les investisseurs. Ensuite, pour ta deuxième question,
qu'est-ce qu'il devrait chercher chez un investisseur? Alors moi, j'ai toujours pensé avant de rejoindre YC qu'il me fallait un super investisseur qui allait investir au bon terme, qui allait m'aider, qui allait m'ouvrir des portes, qui allait réfléchir avec moi. Mais ce que YC nous a dit, c'est qu'un investisseur A ou A-, c'est-à-dire un bon investisseur, c'est un investisseur qui te donne les sous et qui ne t'embête pas, qui te laisse bosser. Vraiment, parce qu'on est assez occupé en tant que startup, il y a tellement de choses à faire. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, moi, je vais t'aider, je vais réfléchir avec toi, je vais te faire des intros, etc. Mais on n'a pas le temps voilà, de Alors, passer ma follow-up question. Ouais. Est-ce que Youssef est ce genre d'investisseur ou pas? En fait, ça dépend du stade où on est. Mais la CDG ne nous ont pas embêtés, mais ils étaient là quand on avait besoin d'eux. Et donc, c'est ça qui compte. C'est que l'investisseur soit disponible, qu'il ne soit pas là tout le temps à nous demander de rendre des comptes ou à faire des réunions ou à faire des calls. Mais quand on a besoin d'eux, ils sont là pour tendre la main et nous aider comme ils peuvent. Oui, en gros, la startup doit garder le pouvoir, effectivement. Et généralement, on dit que la startup doit lever quand elle n'en a pas besoin. Bon, ce n'est pas toujours possible, mais c'est vrai que ça, c'est l'idéal. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour le partage. Alors, on va essayer de passer un peu à des questions qu'on a reçues. Une petite question en filigrane, peut-être, aux personnes, aux investisseurs. C'est un peu la même question que j'ai posée à Mehdi. Pareil, qu'est-ce que vous conseillez à ces startups qu'est-ce qu'elles devraient rechercher chez un investisseur? Et vous, qu'est-ce que vous recherchez chez ces startups-là? Vraiment en 2-3 phrases. Et après, on passera au Q&A. Kenza, Youssef, William aussi. Kenza, je t'en prie. Oui, peut-être sur un point important peut-être dans le sens inverse, ce que nous, on recherche chez les entrepreneurs, peut-être un conseil important de choses qu'on voit sur le marché, c'est que d'abord, une startup, c'est très important d'identifier la problématique, le problème qui doit être résolu et d'avoir une bonne value proposition pour le résoudre. Parce qu'en fait, le challenge, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'en fait, il faut des bons entrepreneurs qui vont s'attaquer aux bonnes opportunités de marché. Donc, avec un marché assez grand et avec un business model qui va être scalable. Donc, franchement, s'il y a un point à retenir, c'est vraiment de s'attaquer à des vrais problèmes, à des vraies problématiques sur un marché assez grand et où il y a une profondeur de marché sur le marché local. Et s'il n'y a pas, il faut tout de suite penser régional ou continental ou ailleurs, ou en tout cas là où est le marché. Sinon, on perd trop de temps à essayer de construire quelque chose où il n'y a pas vraiment d'intérêt et où la levée de fonds va être beaucoup plus difficile. Et donc, quand des investisseurs voient une bonne opportunité de marché avec des bons entrepreneurs et une belle exécution, il y a tout de suite il y a un match. Voilà. Ça, c'était le point sur côté investisseur. Alors, écoute, 100% d'accord avec toi, Kenza. Effectivement, ce qui est vraiment important, dans la phase de pré-seed, seed et pré-série A, l'équipe fondatrice fait partie intégrante du produit. Donc, on ne peut pas encore dissocier le produit seul de l'équipe. L'équipe encore est une composante de la value proposition. Et donc, parfois, même si on a quelques doutes sur le produit, le fait d'avoir une superbe équipe qui va être résiliente, qui va pouvoir se poser toujours les bonnes questions, clarifier son modèle opérationnel et de se poser toujours les bons challenges, font partie des points positifs à prendre en considération quand on a envie d'investir. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je ne pourrais jamais emphasize, je suis désolé, je n'ai pas trouvé le mot en français, mais c'est la profondeur de marché. On a l'impression qu'effectivement, de venir et de se dire une taille de marché qui est de quelques millions de dollars, on a l'impression que c'est suffisamment grand pour pouvoir aller l'attaquer. Et ce qui est vraiment important à garder en tête, que si on a envie de sortir du Maroc, de créer une success story, on ne doit pas du tout avoir peur des gros chiffres. Et donc, on a vu, par exemple, dans le premier batch et le deuxième batch, où, excusez le terme, vraiment, de guillemets, on se battait avec les entrepreneurs pour rajouter un zéro dans leur business plan. Pourquoi? Pour leur dire, n'ayez pas peur de penser grand, n'ayez pas peur de pouvoir attaquer des marchés où votre problématique est bien identifiée et votre solution va pouvoir être déployée là-bas. Donc, il y a ça. Après, qu'est-ce que nous, on recherche et qu'est-ce qu'on conseille, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux entrepreneurs qui recherchent des partenaires financiers? C'est vraiment de penser un petit peu plus à la smart money que juste à la money. Donc, de pouvoir lever des fonds,
je vais dire de façon très péjorative et très subjective, oui, l'argent existe, mais est-ce qu'à un moment précis, vous avez besoin que de l'argent ou vous avez besoin de l'argent plus de l'accompagnement? Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie de 212, mais en réalité, il faut vraiment être suffisamment mature pour comprendre de quoi la startup a besoin et comment est-ce qu'on va pouvoir construire cette idée et cette aventure pour pouvoir aller scaler et aller pitcher à l'étranger. Oui, peut-être juste pour compléter rapidement, par rapport à ce que les entrepreneurs devraient regarder et chercher chez un investisseur, c'est vraiment cet alignement de valeurs. Et je pense que ce que mentionnait Youssef, c'est un alignement de vision, de valeurs et une vraie relation, parce que finalement, ça devient un associé non opérationnel, mais c'est quand même quelqu'un qui va faire tout le parcours avec vous. Donc, c'est très important qu'il y ait une vraie entente et des valeurs partagées, une vraie vision. Et où ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à avoir des comptes ou vous dire, bon, bah, il est où mon chiffre d'affaires, mon retour sur investissement, mais qui va être là pour vous aider à grandir et à comprendre vraiment le mindset de start-up qui est d'abord croissance avant profit. Et malheureusement, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, encore au Maroc, d'autres types d'investisseurs peut-être, ne le comprennent pas encore et cherchent à voir est-ce que c'est profitable tout de suite, plutôt que de comprendre le play qui est vraiment un play de croissance et d'acquisition de marché avant de monétiser. Donc, ça, c'est une question de mindset. Et peut-être juste sur le moment où aller chercher de l'argent, en fait, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui parfois essayent de lever des fonds sans avoir démarré ou sans avoir quelque chose, un MVP ou quelque chose à montrer. Et donc, c'est très important de prouver que vous pouvez exécuter et que vous avez un produit sur le marché avec des premiers clients qui sont prêts à payer. Et à partir de là, c'est une preuve de marché, donc c'est le product market fit, qui est vraiment la preuve irréfutable que votre produit répond à un vrai problème. Ça tue en mute. Tant pour moi, la palme du modérateur, merci. Alors, juste pour préciser, traction, ce n'est pas forcément chiffre d'affaires parfois, on est d'accord. Parfois, c'est aussi une traction qui peut être hors chiffre d'affaires. Juste pour préciser, parce qu'on a eu la question effectivement dans le panel. Donc, si vous avez de la traction utilisateur ou autre, ça peut aussi vous qualifier pour lever des fonds, notamment auprès de 212 ou auprès d'Outliers. Absolument. La partie monétisation et la partie pricing est un chantier qui est suffisamment grand. Et donc, le fait déjà d'avoir des signaux qui sont clairs de traction et de usability sont suffisamment pertinents pour pouvoir justifier une levée de fonds et pour pouvoir convaincre des fonds d'investissement. Excellent. Alors, on va prendre quelques questions. Il y en a eu pas mal. On va essayer un peu de défricher. Alors, une question très pratique déjà pour Myriam. Concrètement, aujourd'hui, donc, le nouveau site de Team Welcome pour trouver les structures qui vont être labellisées, comment est-ce qu'on peut s'adresser à ces structures-là? Où est-ce qu'on peut les trouver? Quel est le nouveau site de Team Welcome? Oui, alors effectivement, le site a été revu. C'est teamwelcome.ma. L'ensemble des contacts des 16 structures, alors je le précise, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on a un réseau de 16 structures labellisées. Les contacts sont présentés sur le site web. Et effectivement, j'ai vu la question, certaines des structures distribuent la subvention Innovidia et InnovStart, d'autres ne font que l'Innovidia. Ça dépend du stade d'avancement du projet, etc. Mais en tout cas, on est sur 9 structures qui peuvent distribuer le InnovStart, le prêt d'honneur. Et parmi ces 9, on en a pas mal. On en a plus de la moitié qui ont déjà clôturé leur batch. On en a 3 aujourd'hui qui sont en cours de sélection et donc qui sont H7, Endeavor et Bitdaya. Et bien sûr, tous les contacts sont sur nos sites web. Parfait, merci beaucoup, William. Et du coup, les critères, en fait, c'est principalement les startups qui ont de l'innovation, effectivement, dans le sens large. Exactement. Le critère d'entrée, déjà, c'est l'innovation. Bien sûr, par la suite, c'est le profil entrepreneur, la scalabilité, le potentiel, etc. Tout ça est évalué au niveau des structures. Et bien sûr, il suffit juste d'entrer en contact avec la structure. Il est possible de déposer les candidatures auprès des 16. Charge à l'entrepreneur de choisir celle avec qui il souhaite par la suite continuer le process. Et puis voilà, donc ça se déroule sous un format d'appel à projet, présélection, sélection sur base de jury. Et voilà, donc après, le process va dessous.
Merci beaucoup, Myriam. Alors, on a une question aussi qui était à Mehdi, mais qui a dû nous quitter, mais je vais la poser du coup à Kenza et Youssef. Si une startup lève un gros round, en fait, ou qu'elle est trop diluée déjà au stade Business Angels, est-ce que ça peut poser problème au stade Seed et Série A? Et si oui, pourquoi? Comment résoudre ça? Euh, oui, absolument. Donc, effectivement, je pense, quand on parle d'écosystème et quand on parle vraiment d'éduquer ou de créer, de jalonner réellement un vrai écosystème, c'est aussi de pouvoir intégrer des best practices et commencer à avoir des rules of thumb qui s'installent. Et donc, effectivement, sur cette partie de dilution et de cap table, on se rend compte, comme a dit tout à l'heure Mehdi Alami, on commence effectivement à voir quelques séquelles de business angel où il s'accaparait une très grosse part et qu'une fois les entrepreneurs lèvent des seeds, des bridges ou font des séries A, ils arrivent extrêmement dilués et comme en fait on peut se prendre comme une règle qui n'est pas une règle générale, qui n'est pas une règle scientifique, mais c'est une règle de bonne pratique qui est de fait d'arriver de garder la majorité absolue après la série A. Donc, c'est-à-dire que post-série A, on reste majoritaire pour pouvoir continuer à driver une certaine gouvernance et une certaine vision. Et donc, maintenant, ce qu'on peut dire, et ça reste toujours de la négociation, si un business angel a 20, 30, 40% par exemple de la structure qui vaut tant, et de pouvoir lui vendre le concept en arrivant à la série A par exemple, la valo va peut-être être multipliée par 5 ou plus. Donc le fait de pouvoir réduire par un effet d'accordéon, de pouvoir réduire son tour, sa prise de participation pour pouvoir donner suffisamment de liberté et d'oxygène au prochain fonds, c'est quelque chose qui devrait être qui est beaucoup plus plausible à vendre que de se dire on reste comme ça et on bloque les autres levées et on bloque les best practices. Donc oui, effectivement, on commence, et entre parenthèses, on commence à avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui sont très, très au fait de ce qui se passe dans le monde et de se dire voilà combien ma cap table doit être, voilà combien je veux me diluer en seed, voilà combien je veux me diluer en pré-série A ou en série A. Donc, effectivement, ça commence à venir, mais s'il y a des soucis avec des business angels, s'il est vraiment angel, on pourra effectivement discuter avec lui. Vous devez discuter avec lui et vous devez expliquer qu'une cap table qui soit beaucoup plus healthy, c'est mieux pour pouvoir lever des fonds après. Parfait. Ben, c'est très clair pour le coup. Aujourd'hui, donc, une petite dernière question. Est-ce que selon vous, il y a c'est quoi un peu les barrières qui pourraient exister, notamment pour tout ce qui est financement aux startups et qu'est-ce que vous conseillerez justement comme pratique pour lever ces barrières-là? C'est un peu une question qui est là. Kenza, peut-être toi qui as pu voir un peu ce qui se passait à l'étranger, un petit comparatif un peu de ce qui se passe à l'étranger qui facilite peut-être ou simplifie un peu l'investissement et qu'on ne retrouve pas chez nous. Alors, peut-être 2 points. Donc, il y a la partie du financement en très early stage quand c'est très risqué et où c'est très difficile pour des investisseurs privés et des fonds privés de prendre le risque. Et donc, c'est pour ça que des acteurs comme la CCG ou 212 Founders ont apporté quelque chose de fondamental à l'écosystème, donc de pouvoir prendre ce risque en tant qu'institution publique-privée. Mais ça, c'est une part, mais il en faut plus, je pense. Mais après, l'autre chose, c'est plus une question technique et juridique. Et je pense que les entrepreneurs qui sont passés par là comprennent aujourd'hui pourquoi, depuis le début, on leur casse la tête avec ça, ou en tout cas, on en parle dans l'écosystème, parce qu'on l'a vécu aussi. C'est malheureusement le fait que c'est une best practice en Afrique, et ce n'est pas que le Maroc, je tiens à le préciser. C'est qu'au moment où, pour pouvoir lever des fonds avec des investisseurs institutionnels, des VC internationaux, ou en tout cas qui investissent dans plusieurs marchés, il faut à un certain moment pouvoir avoir une structure juridique à l'étranger. Et donc, dans des endroits, dans des places de business qui sont utilisées pour l'investissement en capital risque, où tous les investisseurs ont l'habitude d'investir et où les termes sont standards et rapides. Et donc, du coup, pour le coup, ça, c'est un prérequis qui aujourd'hui pose problème au Maroc parce qu'il faut pour pouvoir créer une société à l'étranger, il faut une procédure pour passer par l'office d'échange, pour avoir une dérogation et pour pouvoir créer cette boîte-là, l'entreprise, la holding à l'étranger pour accueillir les investisseurs.
Et aujourd'hui, c'est un process qui est encore complexe et où beaucoup d'entrepreneurs en early stage n'osent pas faire parce que peut-être ils ne lèvent pas assez de fonds, donc ce n'est pas justifié, ça prend beaucoup de temps. Et donc, ce point-là, c'est quelque chose qui devrait être facilité par le gouvernement. Et donc, je pense que les institutions publiques commencent à en prendre conscience et ça faciliterait énormément la levée de fonds. Et on pourrait avoir beaucoup plus d'investisseurs qui participent, que ce soit marocains et étrangers qui commencent à investir plus tôt. Et par exemple, pour nous, c'est un frein à investir au Maroc avant que la boîte ne puisse être à l'étranger. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup. Si tu le permets, je pourrais juste effectivement rajouter un point. C'est pour rendre vraiment la boîte investissable. Il y a un point peut-être qu'effectivement le topic d'aujourd'hui, c'est principalement l'investissement et la levée de fonds et l'accès au financement. Mais pour pouvoir être investissable, il y a un point qu'il ne faut absolument pas omettre, c'est l'équipe et la qualité d'équipe. Et donc, par exemple, une boîte qui va faire de la tech, et qui va faire du machine learning, du AI, qui va lancer un service, du SaaS, et qui n'a pas de tech lead, qui n'a pas de développeur, qui n'a pas de CTO, ne peut pas venir pitcher devant des fonds d'investissement en leur disant « voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais réaliser ». Et donc, effectivement, il y a des choses encore très, très structurelles à peut-être mettre en place pour pouvoir avoir de plus en plus de personnes et d'équipes tech et dev. Et le deuxième point, c'est effectivement pour parler de barrières aussi, il y a des best practices qui se font dans le monde quand on parle de stock options, quand on parle d'intéressement. Et c'est là où c'est un concept qui est tellement bien déployé partout dans le monde et qui n'est pas encore qui n'existe pas du tout au Maroc. C'est le fait de pouvoir petit à petit intéresser les membres de l'équipe à prendre des parts, à recevoir des parts, recevoir des actions, et donc de basculer d'un mindset qui est extrêmement puissant, de se dire je ne suis plus employé, je suis actionnaire ou là, je suis owner. Et donc, quand on a effectivement ce mindset, ce shift mindset, ça fait réellement, c'est là où on pousse des montagnes et c'est là où on crée réellement de super success stories. Donc, il y a encore des choses structurelles à gérer dans le Maroc, mais alhamdoulilah, on a de très, très bons signaux avec tous les stakeholders qui commencent vraiment à répondre au présent et à vouloir prendre en considération ces retours-là pour aller, Inch'Allah, vers un écosystème qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus fleuri, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mehdi, en tant que startup, est-ce que tu aurais un dernier point à ajouter par rapport à ça? Non, je pense que vraiment tout a été dit. Moi, je connais bien. Juste le mot de la fin. Non, mais ce que disaient Kenza et Youssef sont très justes. Par rapport au point de Kenza sur le fait qu'à un certain moment, la boîte, il faut qu'elle ait un siège, enfin une présence à l'international pour pouvoir attirer les investisseurs. Ça on s'en est rendu compte lorsqu'on a essayé de lever des fonds auprès d'investisseurs étrangers. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites et donc que les autorités s'en sont rendues compte, ou en tout cas que les acteurs de l'écosystème s'en sont rendus compte. Donc, je pense que c'est sur la bonne voie et ça va vraiment permettre de libérer le plein potentiel entrepreneurial des Marocains. Et moi, par rapport à, je vous racontais l'histoire de quand on a commencé il y a 3 ans, mais aujourd'hui, vraiment, le landscape est complètement différent. Ça peut paraître anecdotique, hein, mais j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne se seraient jamais lancées dans l'entrepreneuriat. Et quand on voit tout ce dynamisme et ce webinaire fait partie des initiatives dynamiques qui permettent à faire avancer l'écosystème, il y a plein de choses qui se passent et ça va dans le bon sens. Donc, voilà, pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Et quel mot de la fin? Je te remercie et je remercie d'ailleurs tous les panélistes, franchement, pour votre temps, pour d'avoir accepté de jouer le jeu aussi et de partager un peu des infos qui étaient très intéressantes. Et vous avez été aussi, donc vous nous avez permis de tenir la promesse, un peu de montrer un peu les coulisses de ce monde-là, de l'investissement, du financement. Merci à toute l'audience aussi qui s'est connectée. Donc, on était plus de 100 à un certain moment. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps de venir, d'écouter ce webinaire-là. Il y a eu plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais ce ne sera pas le dernier webinaire sur le sujet. Il y a tellement de choses à dire. On en fera sûrement d'autres et on aura d'autres types de contenus aussi sur le sujet, notamment avec chacun d'entre vous pour essayer peut-être d'aller plus en profondeur sur ce que vous faites. Et du coup, je rappelle juste aussi que
Donc, je suis le coordinateur de l'Africa Innovation Lab. C'est un peu notre mission de fédérer un peu cet écosystème-là, l'écosystème FinTech au Maroc, et on le fait avec tous les acteurs qui sont présents ici et d'autres aussi qu'on n'a pas pu avoir avec nous aujourd'hui. Et il y aura d'autres événements de ce type. Donc, restez connectés avec nous. Si vous avez d'autres questions, je vous invite, ou d'autres informations dont vous avez besoin, je vous invite à vous connecter avec moi. J'enverrai, donc déjà le webinaire sera enregistré. À la fin, on mettra une petite slide avec toutes les infos pour que vous puissiez effectivement entrer en contact avec nous. Je remercie encore une fois tous les panélistes qui ont pris de leur temps. Un petit rappel, un dernier petit rappel. J'ai reçu une question comme quoi on voulait des détails. Je rappelle la chaîne de valeur très, très rapidement. On a Temwilcom, c'est pour tout ce qui est subvention. Au début, ça va jusqu'à 200 000 dirhams. On a des prêts d'honneur jusqu'à 500 000 dirhams. Ensuite, on a Angels for Africa, qui est l'un des réseaux Business Angels qui existent pour pouvoir lever des fonds donc, en seed. Dès que vous avez fait ça, dès que vous avez un MVP qui est viable, vous pouvez vous adresser à 212 Founders ou à Outliers, qui sont deux des VC qui existent encore une fois sur la place au Maroc. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Et à ce moment-là, vous allez sur du seed et du pré-série A, n'est-ce pas comme ça, et aussi du série A. Et ensuite, vous pouvez, à travers ces deux réseaux, aller vers du financement qui va venir de l'étranger et pour des tickets vachement plus importants et plus intéressants. Donc, merci à tous. Je vous dis à très, très vite et très bonne soirée. Et stay tuned. Bonne soirée. Merci.